Fred et moi, on a commencé le boulot chez Miller's Security Solutions le même lundi, et on s'est détesté notre patron, Rob, dès la première semaine. L'endroit était un vrai broyeur, et Rob était un cauchemar. Il nous faisait passer nos soirées à tirer du câble 4-6 dans des vides sanitaires et à monter des caméras pour à peine de quoi payer nos factures. Mais on était tous les deux assez désespérés pour tenir le coup. Le premier mois a été l'enfer. Rob était le genre de type qui adore s'écouter parler. Il nous surveillait par-dessus l'épaule, critiquant le moindre angle de caméra mal aligné ou le moindre câble mal rangé. On était juste les petits nouveaux qui essayaient de se faire oublier, en espérant qu'il finirait par trouver quelqu'un d'autre à harceler. Mais non, au contraire, il est devenu carrément odieux. Il nous insultait, nous rabaissait devant les clients, trouvait n'importe quel prétexte pour nous retenir de l'argent sur la paie. Au bout d'un mois, on a compris qu'il piquait dans la caisse, il surfacturait les clients et empochait la différence. Mais on ne pouvait rien faire. Il possédait 40% de l'entreprise et ses comptes étaient tellement verrouillés que personne ne pouvait rien prouver. Au-delà de l'argent, ce type était franchement cruel. Il savait que la plupart de ses employés n'avaient pas les moyens de claquer la porte et il tirait le travail de 2 personnes d'une seule. Alors, quand il a annoncé qu'il partait tout un long week-end voir sa sœur en Floride, Fred m'a coincé près du quai de chargement et m'a présenté son idée. Il connaissait le système d'alarme comme sa poche. Il avait déjà fait ce genre de coup à l'époque où il vivait dans la rue. Il m'a promis qu'on entrerait, qu'on prendrait de quoi se venger un peu et qu'on repartirait sans laisser de traces. Ça me rendait nerveux, honnêtement, mais je détestais tellement Rob et l'idée de le voir paniquer en découvrant qu'on l'avait arnaqué était trop tentante. Alors j'ai dit oui. On a passé tout l'après-midi à préparer le coup. Entrer chez lui nous a pris à peine 90 secondes. La maison était immense, plongée dans le noir et glaciale. On a balayé le rez-de-chaussée avec nos lampes torches à la recherche de quoi que ce soit qui valait le coup. Fred a chippé une montre dans la chambre principale pendant que je vidais la collection de portefeuilles de Rob. Une fois le rez-de-chaussée nettoyé, j'ai dit à Fred qu'il était temps de partir. Mais il a répondu que des types comme Rob planquaient toujours leurs vrais objets de valeur quelque part de cachés. Il voulait explorer encore un peu. Alors on est descendu au sous-sol. C'était encore plus sombre là-dessous. On a balayé avec nos lampes, mais on n'a vu qu'une boinderie. Fred était plutôt déçu. Je lui ai dit de laisser tomber, qu'on avait déjà assez pris. On était sur le point de partir quand mon coude a heurté un séchoir à linge. Ma lampe est tombée et le faisceau a éclairé une porte dans un coin. Mon cœur a fait un bond et Fred s'est figé. Cette porte n'apparaissait pas sur aucun des plans qu'on avait vus. C'était du solide, en acier renforcé, avec une quincaillerie qui devait coûter plus cher que nos salaires de plusieurs mois réunis. Fred a souri. Il a dit qu'on était tombé sur le jackpot. Ça lui a pris environ 4 minutes pour crocheter la serrure. La porte a grincé en s'ouvrant, mais dès que l'odeur nous a frappés, j'ai failli vomir. Fred aussi étouffait juste derrière moi. J'ai plaqué ma manche sur le nez, respiré un grand coup et je suis entré. Quand la lumière a éclairé les murs, on s'est tous les deux figés sur place. De la mousse insonorisante recouvrait chaque centimètre de la pièce, vieille et tachée de sang séché. Ça grimpait partout, du sol au plafond, comme si on l'avait pulvérisé là. Des chaînes étaient scellées dans le béton, les maillons usés et lisses, comme si quelqu'un les avait tirés pendant très longtemps. Soudain, un petit gémissement est venu d'un coin de la pièce. Fred a braqué sa lampe et j'ai hurlé. Une jeune fille, 12 ou 13 ans peut-être, était chaînée au milieu de la pièce sur un matelas trempé de sang. Ses lèvres saignaient, il y avait des marques de doigts sur son cou et son visage. Ses poignets étaient couverts de bleu et elle sanglotait en tirant sur ses chaînes. Fred a émis un son étranglé et s'est appuyé contre le mur pour ne pas s'effondrer. Il m'a fallu bien 5 minutes pour retrouver un rythme respiratoire normal. Je tremblais comme une feuille. Il m'a fallu 3 tentatives pour composer le 911. J'ai donné l'adresse et je suis resté en ligne pendant que Fred s'asseyait au carrelage à côté d'elle, lui parlant doucement. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. J'étais figé, les yeux rivés sur les murs en attendant les secours. Chaque centimètre était couvert de photos, de mèches de cheveux coupées, de doigts sectionnés et de bijoux de ses victimes conservés dans des bocaux. Je n'arrivais pas à croire que j'avais côtoyé un monstre pareil tout ce temps sans rien voir. La police est arrivée en 11 minutes. Ils ont d'abord sorti la fillette. Elle n'a rien dit avant d'être dehors. Juste avant de monter dans l'ambulance, elle a murmuré un mot de remerciement pour nous. On a été placé en garde à vue le soir même. Ils ont arrêté Rob 2 jours plus tard chez sa sœur, à 4 états de là. Fred et moi, on a été inculpés d'effraction, mais les charges ont été réduites. On a coopéré tant qu'on a pu. Presque tous les employés se sont présentés pour témoigner sur le genre d'homme qu'il était vraiment.
Les femmes ont parlé des menaces et des remarques malsaines. Fred et moi, on a bien sûr été virés, mais on travaille toujours dans le même domaine. Je ne saurais pas trop quoi faire d'autre. Mais depuis, chaque fois que j'ouvre une porte dont je ne suis pas sûr, cette odeur me revient avant même que je voie quoi que ce soit. Je n'arrive toujours pas à digérer à quel point j'étais proche du mal sans jamais m'en rendre compte. J'étais allé chez lui une douzaine de fois. J'y avais fait de l'entretien, réglé ses caméras, discuté tranquillement dans sa cuisine pendant qu'il me faisait couler un café. Et pendant tout ce temps, je marchais sur le sol de ce sous-sol sans savoir ce qui était enterré juste sous mes pieds. J'étais serrurier professionnel depuis plus de 10 ans, alors j'avais l'habitude d'entendre toutes sortes de raisons pour lesquelles quelqu'un voulait changer ses serrures. Le cas de Madame Devlam ressemblait à un job classique quand elle m'a appelé un mercredi matin d'août, disant qu'une amie lui avait donné mon numéro. Elle m'a demandé si je pouvais venir tout de suite. Elle m'a donné une adresse à la périphérie de la ville, dans un quartier avec des maisons immenses, des fontaines et des allées interminables. Je lui ai dit que j'étais déjà pris pour la journée, mais elle a insisté, disant qu'elle avait besoin de faire changer ses serrures de toute urgence. Elle a même proposé de payer le double. Quand je suis arrivé, elle m'observait déjà par la fenêtre du salon et avait ouvert la porte avant même que j'aie fini de remonter l'allée. Elle était nerveuse pendant qu'elle m'expliquait ce dont elle avait besoin. Elle voulait le verrou le plus increvable que j'avais. Et pendant tout le temps où je travaillais, elle n'arrêtait pas de guetter la rue par la fenêtre. Quand je lui ai finalement demandé si elle avait une raison précise de s'inquiéter, elle s'est un peu confiée. Elle sortait d'un divorce difficile. Son ex la harcelait et même si son avocate s'occupait de l'affaire, les choses avançaient beaucoup trop lentement. Je n'ai pas insisté pour en savoir plus. J'ai fait mon travail et je lui ai dit de vérifier. J'avais remplacé le verrou principal, installé 2 chaînes de sécurité renforcées à l'intérieur et changé toute la quincaillerie de la porte arrière. Ça m'a pris environ 3 heures et elle m'a bien payé. Quand je lui ai remis les nouvelles clés, elle a poussé un énorme soupir de soulagement. Je lui ai dit qu'elle était bien mieux protégée que le matin même, et je le pensais vraiment. Les serrures que j'avais posées étaient du haut de gamme, et l'installation était solide. Le temps de rentrer chez moi, Madame Devlin était déjà sortie de mon esprit. Tard ce soir-là, je faisais ma lessive. En prenant ma veste pour la mettre dans la machine, une clé est tombée par terre. J'ai réalisé que j'étais parti par erreur avec un double. J'ai pensé la renvoyer par la poste, mais vu sa situation, ça ne semblait pas correct. J'ai décidé d'aller lui la rapporter en personne le lendemain matin et de m'excuser pour la confusion. J'étais de retour chez elle vers 8 heures le matin. La porte d'entrée était déjà entr'ouverte, à peine 10 cm. Je suis resté sur le porche et j'ai appelé son nom. Personne n'a répondu. Alors j'ai poussé la porte de quelques centimètres avec le plat de la main et j'ai jeté un œil dans le couloir. La console de l'entrée était renversée et le miroir avait été arraché du mur, brisé dans un coin. J'ai encore appelé Madame Devlin et je suis entré. Je l'ai trouvée à l'étage, allongée sur le palier dans une mare de sang. C'était horrible. Quelqu'un lui avait fracassé une bouteille de vin sur la tête et s'était servi du goulot brisé pour l'achever. J'ai eu un haut le cœur et j'ai reculé, cherchant fébrilement mon téléphone pour appeler le 911. Je me suis assis sur les marches du porche, tremblant dans l'air matinal jusqu'à l'arrivée des sirènes. Quand les voitures de patrouille se sont garées, les gyrophares semblaient beaucoup trop vifs pour une rue aussi calme. Les enquêteurs ont pris les choses en main en quelques secondes. Ils m'ont emmené dans une camionnette et ont commencé à me bombarder de questions. Où était-il la veille? Pourquoi étiez-vous revenu si tôt? Ils écoutaient, mais je sentais bien qu'ils attendaient juste que je me trahisse. Ils m'ont dit que les verrous que j'avais installés étaient parfaitement intacts, aucun signe d'effraction, et pour couronner le tout, mes empreintes étaient partout. J'ai été arrêté, inculpé, et j'ai passé 11 jours en prison. C'est un endroit misérable. Mon avocat n'arrêtait pas de me dire de tenir bon, qu'il creusait quelque chose pour me disculper, mais c'est difficile de croire en la justice quand on fixe des murs de béton toute la journée. Finalement, ils ont eu leur avancée grâce aux caméras de surveillance d'une pharmacie de l'autre côté de la rue. On y voyait une silhouette portant exactement mon uniforme de travail, s'approchant de la maison vers 3 heures du matin. Ma camionnette apparaissait clairement dans le champ, garée dans son allée. Mais j'étais certain que ma camionnette était enfermée dans mon garage à l'autre bout de la ville et que je dormais profondément à ce moment-là. Quelqu'un avait cloné mes clés et possédait même une réplique de ma camionnette de travail. Il leur a pris 3 jours pour la retrouver. C'était Lorraine. Elle avait travaillé pour moi 2 ans plus tôt. On avait eu une relation brève et compliquée, et quand je l'avais isolée, elle l'avait très mal pris. Elle était devenue obsessionnelle. Je l'avais licenciée et je n'y avais plus jamais repensé, mais elle m'avait espionné tout ce temps-là. Quand j'ai commencé à voir une autre fille rencontrée sur une appli, elle ne supportait pas et a monté tout ce plan pour me punir.
Elle avait pris des empreintes de la clé de ma camionnette, suivi mes trajets, mémorisé mes habitudes, comme le fait que je gardais parfois une clé de secours dans ma poche par réflexe. Elle avait monté toute la mise en scène pour m'incriminer, en comptant sur le fait que je reviendrais et découvrirais le corps. Lorraine a écopé de 18 ans. La fille de Madame Develin, qui avait pris l'avion depuis l'étranger pour le procès, m'a présenté ses excuses en pleurant. J'ai assisté aux funérailles et je n'ai pas trouvé les mots pour offrir mes condoléances. Je suis toujours serrurier. Mes amis me disent d'arrêter ce métier, mais abandonner me donnerait l'impression de laisser Lorraine gagner, de la laisser me voler quelque chose de plus. Mais cet épisode m'a marqué à vie. Je ne me précipite plus jamais. Avant de quitter un chantier, j'étale chaque clé sur le siège passager de ma camionnette et je les compte une par une avec les bons de travail. Je n'ai plus jamais coupé de clé en trop depuis. Je rêve encore de cette porte d'entrée entr'ouverte, 10 cm, de la banalité de la scène, vue depuis le trottoir, de la facilité avec laquelle j'avais poussé cette porte pour entrer droit dans mon cauchemar. Et je n'ai plus jamais bien dormi depuis. Enfant, je rêvais de devenir architecte d'intérieur. Je voulais aider les gens à embellir leur maison. À 17 ans, j'avais même décroché un stage dans un atelier d'ébénisterie haut de gamme où on fabriquait des portes et de la quincaillerie pour des hôtels de luxe. Environ 2 mois plus tard, mes parents sont morts dans un accident de voiture et tout mon rêve s'est effondré. J'avais besoin d'un revenu stable et j'ai fini par tomber dans la serrurerie par l'intermédiaire d'un ami d'amis. Ce n'était pas le plan, mais ça me permettait de manger. 9 ans plus tard, c'était toujours mon métier, mais désormais j'étais d'astreinte en permanence. Les heures de nuit payaient généralement mieux. C'était un samedi soir tranquille de juin. J'étais à moitié endormi sur mon canapé en train de regarder Deadpool. L'horloge affichait 2 heures du matin. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Turner, un professeur à la retraite, la soixantaine, qui habitait en face de chez moi. Il avait perdu sa femme quelques années plus tôt, et ses enfants ne lui rendaient jamais visite. Les gens du quartier disaient que son fils s'était fait arrêter pour trafic de drogue et qu'il l'avait rayé de son testament. Mais ça ne me regardait pas. Honnêtement, il avait toujours l'air d'un type normal, qui entretenait bien sa pelouse, laissait la lumière du porche allumée et me saluait de la main quand je rentrais du travail. Mais il était plutôt réservé, donc un appel aussi tardif me semblait bizarre. J'ai décroché et j'ai à peine eu le temps de dire « allô » qu'il m'a coupé la parole. Il avait la voix tremblante. Il m'a dit qu'il était enfermé chez lui. Le mécanisme de la porte d'entrée s'était complètement bloqué et il n'arrivait pas à faire bouger le loquet. Il devait absolument aller à l'aéroport et commencer à paniquer. Il m'a demandé si je pouvais passer jeter un œil. Je lui ai dit que j'arrivais tout de suite, j'ai attrapé mes outils, jeté un œil dans la rue et je suis parti. Dehors, chez lui, tout était plongé dans le noir. C'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Turner laissait toujours la lumière de la cuisine allumée, une habitude depuis la mort de sa femme. J'ai traversé la rue et j'ai appelé son nom depuis le porche, mais l'endroit restait parfaitement silencieux. J'ai collé mon oreille contre la porte, à l'écoute du moindre bruit, mais rien. Une angoisse a commencé à monter le long de la colonne vertébrale. J'étais sincèrement inquiet pour lui. Alors j'ai crocheté la serrure en vitesse. Heureusement, c'était un verrou standard, ça m'a pris à peine 1 minute. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, la température m'a frappé en pleine figure. Il faisait bizarrement froid, comme si le chauffage était éteint depuis des heures. Toute la maison paraissait vide. En entrant, j'ai commencé à crier son nom, lui expliquant que la serrure était réparée et qu'il pouvait aller chercher qui il voulait à l'aéroport. Mais il ne répondait pas. J'ai fait un rapide tour d'œil. Ses lunettes de lecture étaient posées sur la table de chevet, un verre d'eau à moitié bu traînait sur le comptoir de la cuisine et la télécommande de la télé reposait sur le fauteuil. Tout semblait normal et pourtant, la maison paraissait étrangement vide. J'ai continué à appeler son nom en montant l'escalier. La porte de la chambre était ouverte. Turner était assis dans son fauteuil, près de la fenêtre, dos à moi. Je l'avais vu assis là 1 millier de fois depuis chez moi. Sa lampe de lecture grésillait. J'ai répété son nom. Il m'a répondu d'une voix timide, comme venant de très loin. Il a dit qu'il allait bien, juste un peu gêné par toute cette histoire. J'ai ressenti un immense soulagement. Je lui ai dit que tout était réglé, que la serrure fonctionnait, qu'il pouvait aller chercher son invité. Il m'a remercié encore et a dit qu'il avait encore un peu de temps, qu'il pourrait me prêter l'argent plus tard. J'ai hoché la tête et je me suis retourné, mais un malaise persistant refusait de me lâcher. Quelque chose clochait. Je me suis légèrement décalé pour capter l'angle du miroir de l'armoire et je me suis figé. La tête de Turner était penchée en côté, sa bouche grande ouverte et ses yeux révulsés. S'il était mort depuis le début, qui donc me parlait ? Ma bouche s'assécha, mes paumes devinrent moites. J'ai continué à parler, en expliquant le problème de serrure, tout en scrutant discrètement la pièce. J'ai repéré une silhouette derrière le lit.
Il était recroquevillé au sol, plaqué au maximum, hors de portée du reflet dans le miroir. Il contorsionnait tout son corps, mais sa mâchoire bougeait lentement, projetant sa voix directement en direction du fauteuil de Turner. Je me suis entendu dire que j'allais y aller, qu'on se reverrait le lendemain matin. J'ai dévalé les escaliers 2 marches à la fois, franchi la porte d'entrée et je l'ai refermée derrière moi. À la seconde où le loquet a cliqué, j'ai enfoncé ma clé de tension dans la serrure et j'ai verrouillé le pêne dormant. Il a percuté la porte avant même que j'aie traversé la moitié de la rue. Le temps que j'atteigne mon Porsche, il hurlait déjà, m'insultant, promettant de me le faire payer. J'ai appelé le 911 depuis mon Porsche en regardant son ombre faire les 100 pas derrière la vitre dépolie de la porte d'entrée. La police est arrivée dans environ 6 minutes. Ils ont attrapé l'homme avant qu'il ne tente de forcer la fenêtre arrière, juste avant qu'il puisse s'échapper dans l'allée. C'était un ami du fils de Turner, dont ce dernier s'était éloigné. Le fils lui devait de l'argent, probablement pour de la drogue, et l'avait envoyé pour récupérer sa dette. Quand Turner lui avait ordonné de partir, l'homme l'avait étranglé. Mais avant qu'il puisse s'enfuir, le loquet s'était bloqué derrière lui. Il avait volé le téléphone de Turner, où j'étais enregistré simplement sous serrurier, et m'avait appelé en espérant que je le sortirais d'ici avant que je découvre que le vieil homme était mort. Le reste de la nuit s'est perdu dans un flou de gyrophares et de questions répétées encore et encore. Je ne suis rentré chez moi qu'à l'aube, et je me suis assis dans ma cuisine, un café intact devant moi, à attendre que le soleil frappe le comptoir. Pendant des jours, je n'arrivais pas à me sortir cette voix de la tête. Je n'arrivais pas à digérer d'avoir été à quelques pas d'un meurtrier qui m'aurait tué sans hésiter. Je suis toujours serrurier. Je travaille aux mêmes heures et j'habite toujours le même quartier, mais je ne réponds plus aux numéros inconnus après minuit. Et maintenant, chaque fois que j'entre dans une pièce qui me semble un tant soit peu bizarre, j'inspecte les miroirs avant tout le reste. Je conduisais un semi-remorque il y a des années, un boulot que j'ai fait pendant un moment. Je conduis toujours des camions, mais plus de semi-remorques, et mes horaires sont complètement différents maintenant. Mais bref, mon souvenir le plus effrayant en tant que chauffeur de semi-remorque remonte à ma dernière année dans ce métier. C'était la nuit, et je roulais sur l'autoroute. Je ne me souviens même plus dans quel état j'étais, mais il était plutôt tard, et j'allais bientôt m'arrêter pour dormir un peu. Il y avait plusieurs aires de repos sur cette autoroute, mais à cette heure-là, il était presque minuit. Je savais où j'avais prévu de m'arrêter pour la nuit. C'était encore à environ 30 minutes, 1 heure de route. À ce stade, il n'y avait presque plus aucun véhicule sur la route. Je roulais sur la voie de droite, à peu près à la vitesse limite de 110 km/h. À un moment, une voiture est apparue derrière moi, est passée sur la voie de gauche, puis m'a doublé pour se rabattre devant moi sur la voie de droite. Mais une fois devant moi, elle a commencé à ralentir un peu. Si je roulais à 110, cette voiture devait rouler à environ 108. J'ai remarqué que je la rattrapais doucement, alors que je roulais exactement à la même vitesse en régulateur. Ça m'a un peu agacé, parce que plus je me rapprochais, plus je réalisais que je n'avais pas changé d'allure, c'était lui qui avait ralenti. Je me demandais s'il allait se rendre compte que je le rattrapais et accélérer, mais non. Alors j'ai changé de voie pour le dépasser. J'ai accéléré, je l'ai doublé, puis je suis revenu sur la voie de droite une fois que je l'avais dépassé. Mais quelques instants plus tard, la voiture a accéléré et est repassée sur la voie de gauche pour me dépasser à son tour. Ce type avait dû réaliser qu'il avait trop ralenti. Alors cette fois, très rapidement, la voiture m'a doublé bien plus vite. Elle est allée assez loin devant, puis a changé de voie une fois bien avancée. Je me suis dit que ce type allait continuer à ce rythme et ne pas refaire la même erreur. Au début, il roulait à une bonne vitesse, bien devant, mais ensuite, j'ai recommencé à le rattraper lentement. C'était vraiment agaçant. J'étais quasiment sûr que c'était involontaire de sa part, parce que pourquoi quelqu'un ferait un truc pareil exprès? C'était plutôt le genre d'étourdissement. Quand je suis arrivé juste derrière son pare-choc, sans avoir changé de vitesse une seule fois, j'ai dû le redépasser. Alors je l'ai fait. Ça a dû vraiment l'énerver. Je ne sais pas s'il pensait que j'essayais de faire la course avec lui ou s'il jouait à un jeu avec moi, mais il a commencé à accélérer pendant que j'étais sur la voie de gauche pour le dépasser. Je me suis dit « bon, d'accord », et je me suis rabattu à droite une fois qu'il était devant. Là, il a fait un truc de dingue. Il est passé sur la voie de gauche et a commencé à ralentir. Je maintenais toujours la même vitesse sur la voie de droite. Puis j'ai commencé à le dépasser parce qu'il avait tellement ralenti que je ne savais plus quoi faire. Mais là, il a accéléré d'un coup et a coupé juste devant moi. Il m'a laissé à peine de place. Je ne pouvais pas freiner brutalement et m'arrêter net, alors j'ai failli le percuter. Il a un peu accéléré, mais roulait vraiment collé à moi.
Là, j'ai klaxonné, parce que ça commençait sérieusement à ressembler à un incident de rage au volant. Je n'ai pas changé de voie. Je savais que l'aire de repos où je comptais m'arrêter arrivait bientôt. Alors j'ai continué à rouler, avec ce type juste devant moi. Il est allé un peu plus loin, mais pas énormément. Puis, à l'approche de la sortie, j'ai bifurqué à la toute dernière seconde vers l'aire de repos. J'ai vu la voiture freiner à mort, mais c'était trop tard, et il a raté la sortie. Je ne savais pas ce qu'il essayait de faire, mais j'étais soulagé de m'être débarrassé de lui. Je me suis garé pour la nuit. Je suis entré un moment dans le bâtiment de l'aire de repos avant de retourner à mon camion pour aller dormir. Une fois à l'intérieur, j'ai couvert mes fenêtres et je suis allé à l'arrière, là où était mon lit. Mais peu de temps après m'être installé, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'était très fort et insistant. Je ne savais pas qui pouvait être. Je me suis levé et je suis allé vers la porte. Avant de l'ouvrir, j'ai regardé dehors. Là, j'ai vu un type que je ne connaissais pas, mais j'ai compris que ça devait être le conducteur de la voiture. Il a commencé à hurler pour que je sorte me battre comme un homme, et tout ce genre de trucs. Je lui ai dit de dégager, je n'avais aucune envie de me battre avec ce clown. Après qu'il ait continué à hurler et à frapper sur la porte, quelques autres routiers dans les parages ont commencé à l'engueuler, parce qu'il commençait vraiment à devenir gênant. Il a fini par arrêter, en gueulant encore un peu contre moi et contre les autres qui en avaient marre, et il est parti en trombe. Je n'en revenais pas. Toute cette histoire, c'était de sa faute, parce qu'il n'était pas attentif. Conduire un camion, c'est bien plus difficile que de conduire une petite voiture minable comme la sienne, mais il ne semblait pas s'en rendre compte.